pouvoir être à l'aise avec ça. Hein. Moi je rassure, je dis dans le futur, ça. Voilà, il y a d'autres questions sur ça? Il y a un forfait au niveau du coût, c'est le standard. Alors c'est quand c'est en hospitalier, bon c'est l'hôpital, hein, c'est la Sécu. Quand c'est en libéral, globalement le coût moyen, si je me trompe, tu me dis, quand il s'agit par exemple de 3 séances, c'est de 105, 110 ou 120 euros, enfin quelque chose comme ça. C'est pas très cher, hein, dans le sens. Vraiment, j'estime que c'est pas très cher, mais je crois que c'est à peu près ça. Jusqu'à 150. Voilà, c'est ça. Je crois que le Mais maximum actuellement. aussi. Mais bon, on n'a pas, comme on n'est pas remboursé par la Sécu, on met les prix que l'on veut aussi. Hein. On essaye évidemment de prendre en compte plein de facteurs, mais disons que globalement, c'est entre le 100, 105, 110, 120, 150 euros. C'est pas très cher. Parce qu'il y a aussi ce temps de restitution aussi des observations à la fin, par rapport au bilan qui a été présenté, qui est à tenir en compte. Et puis tout ce qui est aussi rédaction finalement du bilan, puisqu'il y a eu les observations, on a recueilli toutes ces observations, mais après il faut pouvoir les mettre en lien pour pouvoir comprendre un petit peu aussi le fonctionnement finalement de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte. C'est un bilan tout à fait complémentaire par rapport au bilan orthophonique ou au bilan neuropsy. Tout à fait. Il n'y a pas de redondance. Je veux dire, c'est tout à fait un bilan qu'on pourrait rajouter, puisque le centre de référence demande les 2 bilans, neuropsy et orthophonique. C'est un bilan qu'on pourrait rajouter aux 2 autres. Bien sûr. Bien sûr. En tous les cas, c'est souvent décrit comme un bilan qui fait lien, hein, puisque dans l'historique, j'en ai peu parlé, mais nous sommes vraiment issus de courants très différents. Hein. Au niveau conceptuel, le psychomotricien s'intéresse, alors au début on nous critiquait parce qu'on s'intéressait beaucoup à la psychanalyse, c'était un peu à la mode hein, quand j'ai commencé mes études. On s'intéressait à beaucoup de courants très différents, que ce soit du courant neuropsychologique ou que ce soit des courants, disons, plus psychodynamiques. Bon, donc on était un peu fourre-tout. Et justement, par rapport à cette idée-là, on a resserré un peu nos concepts de façon à bien les cibler. Ceci dit, comme dans toutes les pratiques, il y a des chevauchements évidents. Hein. L'orthophoniste va également essayer de comprendre quelque chose de la latéralisation de l'enfant. Et pareil dans d'autres pratiques. Évidemment, les psychologues vont s'intéresser à l'espace, qui ne s'y intéresse pas. Hein. C'est le mode d'adaptation au monde le plus évident, l'espace et le temps. Hein. Rappelez-vous le film Amélie Poulain, là, quand l'épicier devient fou. Il devient fou parce que la jeune fille lui a mélangé l'espace, lui a mélangé le temps, elle a changé la serrure, elle a changé l'intensité de la lumière, elle a fait lever à une heure pas possible. L'autre, il devient fou très rapidement. Donc l'espace et le temps, c'est vraiment très important. Qu'on soit psy ou pas, on ne peut pas faire autrement que de... Alors après, c'est la façon dont on va l'observer et la façon dont on va le quantifier. Alors c'est sûr, bon, pour ne parler que de ça, nous on va regarder par exemple au niveau du temps, ce qu'il en est de la compréhension du temps qui passe, temps circadien, la compréhension de la temporalité historique, d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce que je représente, qui sont les gens autour de moi, etc., qui m'a fait, et puis le temps social, qu'est-ce qu'il en est de ma capacité à me mettre en question par rapport au temps, la compétitivité, etc., enfin des choses comme ça. Donc c'est vrai que ce sont des notions hein, qui sont essentielles dans la compréhension, par exemple, de la temporalité d'une personne. Voilà, globalement. Après, pour ajouter, l'école, en fait, Les Érelles, qui est à Grasse, demande systématiquement un bilan orthophonique, non psychologique et psychomoteur, avec tous les autres bilans qui sont dans le dossier. Alors voilà, pour terminer là-dessus, l'intérêt de la prise en charge psychomotrice associée, évidemment, quand je dis associée, c'est parce que la plupart du temps, les prises en charge, parce que socialement, par exemple, l'orthophonie est reconnue depuis pas mal d'années,
Les indications se font souvent directement de l'instituteur ou l'institutrice à l'orthophoniste, on le sait bien, le médecin ne signant que la feuille de soin, et encore. J'ai un frère qui est kinésithérapeute, souvent il reçoit des patients pour une rééducation de la jambe droite alors qu'il s'agit de l'épaule gauche. Donc c'est vrai que les médecins n'ont plus vraiment le temps non plus de bien s'occuper de ça, et que les spécialités prennent le dessus par rapport à ça. Mais bon, alors si on convient que la dyslexie est un trouble pouvant avoir une étiologie multicausale, je pense que je suis pas en désaccord avec vous, avec intrication de différents facteurs, comment cette thérapie, la psychomotricité, discipline carrefour, on insiste bien là-dessus, en pointant à la fois la neurologie, la neuropsycho, la psychogénétique, la psychosomatique, j'ai oublié la psychanalyse, mais en tous les cas c'est sous-entendu. Comment la psychomotricité peut-elle intervenir en association avec les autres disciplines rééducatives et contribuer aux soins de ces dysfonctionnements. Donc c'est là-dessus que nous allons essayer de discuter. Rapidement. Alors, dans la dyslexie, il y a toujours des troubles psychomoteurs associés, ça on peut l'affirmer aujourd'hui. Que ce soit un trouble de la dominance latérale, une dysgraphie, des troubles visuo-spatiaux, un trouble de la structuration spatio-temporelle, un trouble du schéma corporel, ou bien un trouble de la motricité fine. Donc on retrouve de façon tout à fait pertinente au moins un ou plusieurs de ces facteurs-là. Alors il y a M. Kaplan qui a fait une étude en 1998 sur une population de 162 enfants d'âge scolaire, dans laquelle sa recherche a porté sur l'association par exemple de la dyslexie avec d'autres troubles, comme par exemple le trouble d'acquisition de la coordination et la dyslexie associée. Dans l'association dyslexie et TDAH, il y avait 42% des enfants dyslexiques qui avaient un TDAH associé, et 62% des enfants ayant un TDAH ont une dyslexie associée. Vous voyez, il a fait dans les deux sens. Ce qui est quand même assez important, c'est la moitié ou presque plus maintenant. De façon générale, les troubles fréquemment rencontrés chez l'enfant dyslexique par le psychomotricien ont eu des difficultés spécifiques traitées en orthophonie, sont l'organisation temporo-spatiale ou spatio-temporelle. Je préfère dire spatio-temporelle pour la simple raison que l'espace est souvent premier avant le temps. Vous avez, comment il s'appelle, Michel Serres, qui est un grand philosophe, historien des sciences, qui disait à ses étudiants qu'est-ce que ça mesure ça? Les étudiants disaient monsieur, ça mesure le temps. Et Michel Serres disait vous êtes sûr? Moi je crois que ça mesure l'espace, parce que ça, les aiguilles tournent, c'est le temps de rotation de la Terre, etc. Bon, très bien. Et il disait attendez, partez pas, le cours n'est pas fini, ça mesure quand même un petit peu le temps. Bon, alors ils ne comprenaient plus rien, les étudiants. Et il dit ça mesure le temps parce que ma montre est vieille, elle a une histoire. Donc vous voyez le décalage qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai que souvent l'espace est premier par rapport au temps, surtout dans le développement de l'enfant. Rappelez-vous ce qu'on vous disait quand vous étiez en maternelle, ça va être l'heure des mamans, par exemple. Dans 3 dodo, on va aller à Maryland. Donc on va vous informer sur le temps par rapport à l'espace. Donc c'est spatio-temporel. Alors, donc cette organisation. L'enfant éprouve des difficultés à se situer dans le temps et dans l'espace. La gauche et la droite sont longtemps confondues. Alors c'est l'espace du corps, la gauche et la droite. Où est ta main droite, où est ta main gauche, ça n'a rien à voir forcément avec la latéralisation, l'utilisation. C'est va à droite, va à gauche, va en avant, en arrière, en haut, en bas. Donc c'est l'espace du corps, le premier espace. Ne se situe pas facilement dans le temps circadien, donc le temps qui passe, le temps social également. Donc tout ce qui est évidemment des notions qu'on acquiert progressivement, et souvent tardivement d'ailleurs. Ces notions-là sont assez complexes. Pour qu'un enfant comprenne qu'un chronomètre va gérer toute son activité, c'est un peu compliqué. Alors, la latéralité, pour revenir là-dessus, on sait là que dans ces troubles-là, l'enfant met plus de temps qu'un autre à définir son côté dominant, l'œil, le pied et la main essentiellement.